On a l'impression que chaque jour, ou au moins chaque semaine qui passe, la position des Iraniens se renforce. Ils exigent maintenant des réparations de la part des États-Unis, en plus de toutes leurs autres revendications qui semblent intenables. Je veux dire, on se retirerait complètement de la région. On n'enverrait plus jamais un navire à travers le détroit d'Ormuz. On retirerait toutes nos forces militaires de la zone. Leur liste de revendications paraît complètement folle. Mais Donald Trump a suggéré que nous ne sommes plus dans une phase cinétique de la guerre, mais peut-être dans une guerre économique. Est-ce que nous sommes désormais dans une sorte de guerre d'usure, Daniel Davis? Vous savez, je pense que c'est plutôt qu'on ne sait pas quoi faire ensuite, parce que toutes ces nouvelles exigences dont vous parlez, en réalité, aucune n'est nouvelle. Elles figuraient toutes dans le protocole d'accord en 14 points que nous avons signé. Mais l'une des très grandes différences, c'est que maintenant, l'Iran dit « nous obtiendrons tout cela d'emblée ». Tout ce qui y figurait, toutes les catégories que vous avez mentionnées, et quelques autres, avant de rouvrir le détroit d'Ormuz. La première fois, c'était « nous lèverons le blocus, vous lèverez le vôtre ». Les États-Unis étaient censés faire 2 ou 3 choses concernant les sanctions et le déblocage de fonds gelés, puis tout le reste devait être négocié. Alors maintenant, ils disent que, selon leur interprétation, nous n'avons pas respecté les conditions, en particulier les paragraphes 1 et 5. Ils disent donc que, avant qu'ils ne passent à l'étape 1, nous allons devoir faire tout le reste de la liste. Je pense que c'est probablement parce qu'ils comprennent qu'ils ont le levier. Ils comprennent que tout ce que nous avons fait avec notre armée n'a pas marché. Nous avons tenté 2 séries de frappes, celle de 40 jours, puis celle de 13 jours. Et les mêmes missiles tirés sur les mêmes cibles, qui sont essentiellement des montagnes de granit, ne vont pas produire un résultat différent. Et ils le savent. Cela dit, notre blocus leur fait du mal. Il n'y a aucun doute là-dessus. Beaucoup des choses qui sont avancées sont exactes, mais ce n'est pas quelque chose que la partie iranienne ne peut pas supporter pendant une période prolongée. Mais nous sommes confrontés à de vrais problèmes. Et l'un des plus graves, en ce moment, c'est le carburant aviation. Parce que environ 40% du carburant aviation mondial provient du Moyen-Orient, ou est produit à partir de produits qui viennent de là-bas. Et selon certaines estimations que je regardais encore hier soir, au rythme actuel de consommation, il nous reste 3, peut-être 4 semaines avant que le secteur aérien, surtout en Europe, qui sera le plus durement touché, doive commencer à réduire les vols, tout simplement parce qu'il n'aura pas assez de carburant pour fonctionner. Ce n'est même pas une question de prix. Bien sûr, ils sont plus élevés. Mais le diesel suivra juste derrière. Donc nous ne pouvons pas rester beaucoup plus longtemps dans cette situation sans conséquences économiques dramatiques pour le monde occidental, qui finiront elles aussi par nous toucher. Bien sûr que cela nous touchera, et évidemment cela nous a déjà touchés dans une certaine mesure. Mais j'imagine que la première question c'est: l'Iran peut-il supporter ces difficultés économiques? Elles sont quand même sacrément importantes et la population en souffre. Peut-il les supporter indéfiniment? Je veux dire, même en laissant de côté les élections de novembre et ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, qu'ils soient fermés ou ouverts, peu importe. Rien que l'ensemble de la situation économique à laquelle ils font face. Combien de temps peuvent-ils tenir comme ça? Oui, probablement très longtemps, bien plus longtemps que nous. Et voici pourquoi. L'Iran est en gros un pays autonome. Ils ont toutes les ressources naturelles nécessaires. Si toutes leurs frontières étaient fermées, toutes terrestres comme maritimes, ils pourraient survivre. Parce qu'ils ont toute la nourriture dont ils ont besoin, l'eau dont ils ont besoin, les produits pétroliers dont ils ont besoin, et la capacité de les raffiner.
Ils peuvent donc subvenir à leurs besoins, même s'ils ne recevront plus d'argent de l'extérieur. Ça va donc poser un gros problème à leur économie. Mais ensuite, comme les Russes l'ont fait quand nous leur avons imposé toutes ces sanctions au départ, surtout sur tout ce qui les reliait à l'Occident, ils se sont adaptés. Puis ils ont trouvé comment faire avec d'autres ressources. Aujourd'hui, ils ont près de 5000 kilomètres de frontières terrestres avec d'autres pays. Donc, ils ne sont pas coupés du monde, simplement parce que le détroit d'Ormuz est fermé. Ils peuvent donc s'adapter, mais ils font aussi face à cela depuis 47 ans. Ils ont appris à vivre sous les difficultés économiques imposées par l'Occident. Alors que nous avons bénéficié de flux ininterrompus de pétrole et de tout le reste. Et nous avons moins de solutions de contournement. Et ce carburant pour avion, c'est le maillon le plus critique. Cela pourrait être notre défaillance la plus importante, celle que nous ne pouvons pas compenser. Eh bien, nous savons tous que les marchés ne sont pas statiques. À une époque, on parlait du pic pétrolier, puis nous avons trouvé comment faire de la fracturation hydraulique, ce qui a ouvert l'accès à toutes sortes de réserves de pétrole. Et Scott Bessent, le secrétaire Bessent, l'a souligné l'autre jour. Il a déclaré « L'Iran a pris une menace tactique pour un avantage durable, en signalant à plusieurs reprises sa volonté de perturber le détroit d'Ormuz. Téhéran n'a pas renforcé sa position. Il accélérait la sortie du marché. » Et puis il y avait une analyse sur les Émirats arabes unis qui développent leurs solutions de contournement. De nouveaux oléoducs sont en construction. Ils s'éloignent progressivement de la nécessité même d'utiliser le détroit d'Ormuz. Un peu comme l'Iran a supprimé tout besoin de quoi que ce soit impliquant le reste du monde en devenant autosuffisant, comme vous venez de le souligner. Je pense que c'est une leçon que nous devons tirer du Covid. Devinez quoi? Nous ne fabriquons plus rien ici. Nous devrions peut-être commencer à relocaliser cette production afin d'avoir une certaine indépendance vis-à-vis du reste du monde et de ses perturbations. Donc avec le temps, je peux imaginer un éloignement, comme cela se produit en temps réel en ce moment même avec le détroit d'Ormuz. Y aura-t-il un jour où nous n'en aurons plus besoin, Daniel Davis? Eh bien, je ne pense pas qu'on puisse trouver une solution où l'on n'en aurait pas besoin, parce que même les solutions de contournement reposent sur d'autres moyens pour acheminer les choses. Certaines par voie terrestre, d'autres par des pipelines, et ainsi de suite. Mais le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps. Et cette idée à courte vue ne tient pas compte du fait que même si vous avez ces itinéraires de contournement et ces autres pipelines, et ainsi de suite, les stations de pompage et les gisements sont toujours là. Vous ne les avez pas déplacés. Donc si l'Iran veut dire « Hey, vous savez, s'il se passe quelque chose », ils diront « Hey, on ne va pas s'inquiéter de savoir si le navire peut passer ou non. » Nous nous en prendrons aux stations de pompage. Il y a donc toujours un risque auquel on ne peut pas échapper en raison de sa proximité avec la région. Et bien sûr, cela prend beaucoup de temps. Et je suis favorable à cette approche. Je pense que c'est logique, parce que si, avec le temps, on réduit le rôle central du détroit d'Ormuz, alors on diminue leur valeur stratégique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais avons-nous les 7 années environ qu'il faudra pour y parvenir? Cela ne nous aidera pas maintenant, même si cela peut nous aider plus tard. Non, c'est la raison pour laquelle je l'ai évoqué dans le contexte de savoir combien de temps l'Iran peut tenir face aux difficultés économiques qu'il traverse, aux sanctions et ainsi de suite, par rapport au temps qu'il faudra, vous savez, pour que le marché rattrape la réalité. Le détroit d'Ormuz n'est pas vraiment un endroit idéal où se trouver. Existe-t-il une solution de contournement? Et évidemment oui, puisqu'ils y travaillent en ce moment même. Alors vous savez qui va l'emporter là-dedans?
J'imagine qu'avec le temps, encore une fois, les marchés faisant ce qu'ils font, ils chercheront à éviter le risque. Ils essaieront de se tourner vers quelque chose de meilleur, de plus stable, de moins susceptible de voir, eh bien, leurs actifs disparaître. Pour changer de sujet, pouvez-vous faire à mes auditeurs un petit récapitulatif de la situation de ces 2 dernières semaines concernant la Russie et l'Ukraine? Oui, il y a de vrais problèmes de ce côté-là, pour notre camp. Parce que d'un côté, les médias occidentaux ont adoré mettre en avant toutes ces frappes ukrainiennes supplémentaires et à plus longue portée sur le territoire russe. Il y en a eu d'autres cette nuit. Ils ont touché une autre usine Wildberries. Je crois que c'est la 7e, si je ne me trompe pas. Et je pense que, la veille, ils ont aussi touché une autre installation de raffinage de pétrole, et ainsi de suite. Mais il faut comprendre que l'échelle est tellement immense en Russie qu'ils sont capables de... Beaucoup de ces sites qui ont été touchés, à part les entrepôts, mais surtout les installations de carburant touchées il y a 3 ou 4 semaines, ont déjà, pour la plupart, été réparés. Donc ces effets sont temporaires. Un peu comme ça l'a été du côté ukrainien au cours de ces presque 3 dernières années. Beaucoup des infrastructures frappées par la Russie ont pu être réparées et remises en service. Le problème, c'est que la Russie a beaucoup plus de missiles maintenant. Elle peut donc les engager de nouveau, les frapper à nouveau et les mettre hors service. Et bien sûr, je pense que tout le monde sait désormais que l'Ukraine a de fait épuisé ses missiles intercepteurs, qui n'avaient déjà pas un très bon taux d'interception. Mais maintenant qu'elle n'en a plus, la Russie a littéralement carte blanche pour frapper tout ce qu'elle veut, n'importe où en Ukraine. Et, pendant la nuit, elle a frappé très lourdement les ports d'Odessa, de Mykolaïv et de Zaporizhia, dans le sud. Elle vise des cibles qui ont un impact réel sur l'économie ukrainienne, des infrastructures qui ne sont pas faciles à réparer. Et quand on parle d'un pays immense comme la Russie face à un pays relativement petit comme l'Ukraine, les cibles sont bien plus concentrées en Ukraine. Ils ne peuvent pas s'engager dans une guerre d'usure comme celle-ci. Ça ne peut pas bien se terminer, surtout si vous n'avez littéralement aucune défense aérienne. Oui, et l'une des choses que nous avons comprises très tôt dans ce conflit, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est l'abondance des récoltes qui proviennent historiquement d'Ukraine. Les agriculteurs ukrainiens ont-ils repris le travail dans les fermes, ou bien cette région a-t-elle été touchée? Est-ce que cela pose un problème pour l'avenir en matière d'approvisionnement alimentaire? Elle a été touchée au niveau même des exploitations agricoles, tout simplement parce qu'une grande partie de la ligne de front s'est désormais déplacée vers cette région du grenier à blé dont vous parlez. Mais les dégâts vont bien au-delà. Le gros problème, c'est que la Russie frappe Odessa et Mykolaïv. C'est là que se trouvent beaucoup des ports par lesquels ces produits étaient exportés. Et cela a été, sinon totalement interrompu, du moins très fortement réduit. La capacité a baissé de 70 à 80%. Ils ne peuvent donc pas exporter leurs produits actuellement. Il y a de gros problèmes à ce sujet depuis environ un mois, alors que l'Ukraine essaie tant bien que mal de réparer les dégâts. Mais la Russie revient sans cesse avec ses offensives massives et détruit encore davantage. Et à l'heure actuelle, les ports sont pratiquement à l'arrêt. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir surmonter ça. Vous savez, avant de nous quitter, une dernière question sur l'Ukraine. Y a-t-il eu quoi que ce soit? Avez-vous lu quoi que ce soit? Des études ont-elles été menées sur l'impact qu'aura sur l'avenir économique de l'Ukraine, la forte diminution du nombre d'hommes en âge de combattre, qui ne pourront plus travailler dans les champs, dans l'agriculture ou dans l'industrie parce qu'ils sont morts à la guerre?
Ah oui, ça pose d'énormes problèmes. Beaucoup de gens disent déjà que compte tenu du nombre de morts et de blessés graves et du nombre de personnes qui sont parties, probablement pour ne jamais revenir, c'est tout simplement catastrophique. Vous savez, le taux de remplacement, ou peu importe, j'oublie le taux de natalité. Il faut être à 2, quelque chose pour pouvoir maintenir un pays. Là, ils sont en dessous de 1 parce qu'il y a tout simplement plus d'hommes. Beaucoup sont partis au cours de l'année dernière. Je crois que c'était environ 200 000 jeunes hommes qui ont finalement été autorisés à partir. Et maintenant, les jeunes dont ils auront besoin pour leur avenir sont partis dès qu'ils en ont eu l'occasion, en plus de tous ceux qui ont déjà été tués ou blessés. Et c'est une situation assez sombre à laquelle pas assez de gens en Occident prêtent attention. Daniel Davis Deep Dive. C'est ce que nous vous proposons tous les mardis ici à partir de 8h30 dans la matinale de 55 ARC.